Bonjour à tous. Bonjour. Vous Bonjour. m'entendez? Oui. Bonjour, oui. Vous m'entendez? Et est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, super. Oui, parfait. Ah, génial. Je vais augmenter mon son pour vous entendre mieux. Tac, tac. Du coup, quelle heure est-il? 14 heures. On peut attendre encore 2-3 minutes. Donc, je vous informe, comme d'habitude, que j'enregistre le webinaire pour pouvoir le remettre sur le site du GIRC. Alors, gérer les paramètres, ça c'est bon. Enregistrement, ça c'est bon. Voilà, donc il y a encore des gens qui arrivent, donc je les accepte. Donc aujourd'hui, c'est une session plus expert. Alors après, je ne sais pas trop, n'hésitez pas à compléter mes propos, parce que si on a choisi le vendredi, je crois qu'il y en a certains qui préféraient le vendredi pour les questions un petit peu plus poussées de RedCap. Alors, je ne sais pas si je vais aller assez loin dans l'expertise, donc n'hésitez pas à compléter s'il y a besoin. Comme je vous le répète à chaque fois, l'idée, c'est de partager. Donc moi, j'ai un peu d'expérience dans RedCap, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont autant, voire plus d'expérience que moi. Donc, n'hésitez pas à compléter mes propos à chaque fois. Alors, Sylvie, vous avez levé la main. Vous vouliez dire quelque chose avant qu'on démarre? Un tout petit point en préambule par rapport à ce que j'avais dit concernant la double Oui. authentification et RedCap. En fait, c'était Oui. plutôt la compatibilité RedCap EDS qui avait posé problème. Donc, je voulais rectifier par rapport à mon propos de la fois passée. Voilà, simplement. C'est la compatibilité RedCap et l'entrepôt de données de santé qui avait posé souci et pas tant le double authentification comme je l'avais laissé entendre. Je n'avais pas eu les bonnes précisions, donc je voulais rectifier. Ok, mais parce que l'entrepôt, enfin la qualification, habilitation à gérer les données de santé, ça va dépendre du coup de votre, si c'est hébergé en interne chez vous, ça dépendra de votre DSI. Là, je crois que c'est pourtant le RedCap que l'on a est géré au niveau de la PHP. Donc, ouais. Du coup, c'est la PHP qui doit vous apporter oui, mais là, le programme qui avait été fait en RedCap a du coup été, nous a demandé pour cette raison d'incompatibilité avec l'entrepôt de données de santé, on nous a demandé de passer sous CleanWeb et ne pas rester en RedCap. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ok, parce que CleanWeb, c'est eux qui vont héberger vos données du coup. Donc du coup, eux, ils vous apportent une garantie, où ils répondent à votre demande du coup. Et donc apparemment, pour RedCap et APHP et l'EDS, c'est ça l'incompatibilité. D'accord, ok. Et non pas la double authentification comme je l'avais laissé entendre. C'est pour ça que je voulais revenir sur ce que j'avais. Ok, je vous remercie de cette précision. Après, moi, je me suis renseigné de mon côté. Et effectivement, c'est quelque chose qui va peut-être être demandé, mais il y a pas mal de centres. Moi, j'ai discuté avec ma responsable, Amélie Schitz, et donc elle me dit il y a beaucoup de centres qui sont opposés à ce principe-là parce que ça va créer énormément de contraintes pour les investigateurs notamment. Et puis logistique, voilà, d'avoir un téléphone ou même si c'est un autre système, donc c'est assez complexe. Donc il y a beaucoup de centres qui s'opposent à ça, mais donc effectivement, ça va peut-être quand même arriver. Jusqu'à ce que la CNIL nous oblige, ouais. en fait. Ouais, c'est ça exactement. Donc pour l'instant, ça passe encore, mais bon, on ne sait pas combien de temps. Voilà. Bon, je ferme mon micro, merci. Ok, je vous en prie, merci à vous. Du coup, on va commencer. Alors, je mets en plein écran. Ok. Du coup, voilà, encore une réunion de notre communauté. Aujourd'hui, donc, je vous avais informé que le sujet, ça serait la gestion le contrôle de la qualité des données saisies via RedCap. Donc, je vais vous faire une petite introduction sur
en gros, ce qu'il faut, ce à quoi il faut penser en amont de faire des contrôles. Après, je vais vous présenter en fait différentes stratégies avec les avantages et les inconvénients de chacune de ces stratégies. En général, il faut faire un petit mélange de l'ensemble des solutions. Donc, avec des contrôles qui sont faisables directement au niveau des instruments, donc soit par les variables, soit dans le formulaire, dans les instruments. Des contrôles qui sont applicables via le module Data Quality et que tout le monde normalement connaît. Mais ouais, donc du coup, là, je vais vous redire des choses que je pense que vous connaissez. Et puis, je pense qu'il y a aussi une façon de faire des contrôles ou d'aider en tout cas les ARC notamment, c'est de faire des reports. Donc, je vous remontrerai brièvement un petit peu les contraintes et les conditions pour faire des reports. Donc du coup, et puis après, de toute façon, hein, je voulais, enfin, même quand je parle, vous pouvez me lever la main, m'interrompre si vous avez besoin. Et puis après, là, on fera un tour de table, hein, si vraiment l'idée, voilà, c'est comme toujours hein, de partager. Donc, je vous laisserai vraiment la parole sur le point 5, la retour d'expérience, pour que vous nous indiquiez, que vous indiquiez à tous ce que vous suggérez, vous, par rapport à la pratique que vous avez dans votre propre centre. Alors, comme introduction, avant de parler du contrôle vraiment précisément, comment le faire, il faut voilà, se poser les questions, qu'est-ce qu'on va contrôler? Donc, grosso modo, et il y a d'autres choses à contrôler bien sûr, mais grosso modo, il faut vérifier les critères d'inclusion, non-inclusion, les critères de jugement qui servent à répondre à la question scientifique du protocole. Certaines des caractéristiques des patients, mais donc ça va avec les deux premiers points. Il faut vérifier effectivement les traitements qui sont pris. Et puis, souvent, les data managers, hein, on a l'habitude de faire des contrôles sur les dates, donc sur les incohérences de dates, sur les chronologies des visites les unes par rapport aux autres, etc. Donc voilà, ça c'est ce qu'il faut avoir en tête sur les données qu'on va contrôler quand on se dit qu'on va mettre en place une validation des données de notre CRF. Après, ce qu'il faut anticiper ou faire, ou alors pas forcément l'anticiper, mais ce que je suggère, moi, c'est de le faire au fil de l'eau, c'est d'avoir une sorte de DVP, donc plan de validation des données hein, en français. Donc moi, en général, je le fais sous format Excel. Donc je dis, voilà, quel contrôle je vais faire. Et puis après, je détaille la syntaxe hein, selon le mode que je vais vous présenter après, le mode d'exécution de ce contrôle. Donc sa syntaxe et puis le message que j'entends afficher. Et le fait de faire un DVP, ça permet en fait de documenter ce qu'on a dans notre base comme ça, de pouvoir le proposer soit au chef de projet ARC ou au biostatisticien. Et surtout, moi, je le fais parce que des fois, on est amené à modifier les contrôles, soit les modifier, soit en rajouter. Et donc, du coup, ça permet de lister tout ce qu'on a en machine et du coup, un CRF à noter également, parce que dans le CRF à noter, on peut préciser notamment les bornes sur les variables. Et la troisième chose à penser quand on fait du contrôle qualité sur les données, c'est la communication. Donc, il faut avertir les techs qui vont devoir faire la saisie, qui vont recevoir des contrôles, et il faut leur expliquer comment répondre, comment résoudre ces queries, etc. Et puis, par rapport aux ARC, il faut également, donc, ça dépend vraiment de l'organisation que vous avez dans votre centre, mais il faut se coordonner pour faire en sorte que les queries elles soient exécutées, sorties avant que les ARC fassent leur monitoring, afin qu'ils puissent aider le tech à résoudre quand ils seront sur place, et surtout, en fait, de ne pas verrouiller des formulaires sur lesquels il y a encore des queries. Donc voilà, donc ça c'était vraiment une introduction très, très simple. Et alors après, voilà, je vais vous présenter donc les contrôles au niveau des instruments, les contrôles au niveau du module Data Quality et des listings qui sont faisables avec le module Data Export. Alors au niveau des instruments, donc déjà, dans les instruments, il y a des variables.
Et sur les variables, on peut à chaque fois, pour les variables numériques notamment, définir des bornes. Donc il y a un minimum, un maximum. Donc c'est assez simple, hein, il suffit de le noter donc, sur la partie droite de la définition du field, hein, de la variable dans REDCap. Donc si c'est un number, donc on met des décimales. Alors dans REDCap, enfin dans la version que nous on utilise à l'hôpital Fondation Rothschild, il faut mettre des points, hein, et pas des virgules. Si on met des virgules, de toute façon REDCap vous avertit tout de suite. Donc il faut mettre des points. Et une fois qu'on a mis ces bornes-là, si jamais on fait le tech fait la saisie, il a un message directement. En fait, c'est au moment où il saisit quelque chose dans le champ, ça lui affiche le message immédiatement. Alors là, le bémol, j'en parle vraiment très brièvement, mais parce que comme ça avait déjà été évoqué, et puis on m'en a reparlé récemment à l'hôpital, donc le message, il n'est pas forcément lisible pour des gens qui ne sont pas habitués, donc c'est en anglais. Et puis des fois, effectivement, l'information, elle est un peu noyée dans tout le texte de REDCap. Donc ça, il faudrait, sinon, si vous êtes gêné par ça, appliquer une version française du REDCap. Voilà, donc ça, c'est les bornes au niveau des variables numériques. Et au niveau des variables numériques, vous pouvez aussi utiliser des action tags. Donc, il y a le char limit et force min max. Donc, le char limit, en fait, il permet de limiter le nombre de caractères qui vont être saisis dans le champ et ça s'affiche en dessous. Donc, il dit, le REDCap informe le tech du nombre de caractères qui restent encore possible à saisir. Et là, il ne peut pas aller plus loin. Si on a défini, là, j'avais défini qu'un seul digit à saisir, on peut vraiment, là, on peut pas passer outre ce truc-là. Alors que si je reviens sur le truc d'avant, là, minimum, maximum, non, c'est pareil, je pense il empêche aussi de saisir la donnée. Néanmoins, vous pouvez sauvegarder votre formulaire. Et si vous utilisez l'action tag force min max, en plus des bornes que vous aurez définies, et que vous cliquez sur Save, et cette fois-ci, le REDCap vous empêchera le tech de passer à la suite. Donc voilà, si vous voulez vraiment bloquer de manière très appuyée certains contrôles, voilà, il faut utiliser cette action tag là. Donc voilà, donc ça c'est pour les bornes. Pour les variables texte, il y a aussi moyen de mettre des bornes. Alors on peut définir avec char limit aussi un nombre de caractères, mais il y a aussi un action tag qui s'appelle word limit et qui définit, et là j'avais mis par exemple word limit limité à 2, et donc il arrive à identifier le nombre de mots qui sont saisis dans votre champ. Donc voilà, donc ça c'est une limite avec les bornes. Les bornes, elles sont également applicables sur les dates, sur les variables dates. Alors de la même façon, avec min-max, donc par contre, il faut bien écrire la date sur le même format que vous avez sélectionné dans l'onglet validation, donc en séparant avec par exemple un petit tiret le jour, le mois et l'année. Et alors, il y a un mot-clé de REDCap qui est bien et qui est facilement utilisable. Donc, c'est d'écrire today. Donc, il faut l'écrire en minuscule, pas mettre de parenthèse après. Donc, vous mettez today. Donc, ça active en temps réel, finalement, la date au moment où le tech fait sa saisie. Donc, ça, c'est assez utile. Et l'autre façon de faire des contrôles sur les dates aussi, enfin de vérifier la saisie d'une valeur, c'est de faire référence à une autre date qui a déjà été saisie. Donc là, il suffit d'écrire la variable comme vous faites pour les variables dérivées ou les contrôles ou les branchings logiques, c'est la variable entre crochets. Et par contre, il faut faire attention, si jamais la variable à laquelle vous faites référence se trouve dans un autre event, parce que REDCap gère par ligne en fait les events. Dans ce cas-là, il faudra préciser avant le nom de la variable le nom de l'event dans laquelle elle se trouve. Et tout ça entre crochets. Voilà, donc ça c'est pour les dates.
Et il y a également des contrôles possibles au niveau de la définition des variables qui sont des variables à choix multiples. Donc, sur les cases à cocher, par exemple, vous pouvez définir un maximum de cases cochables. Donc là, par exemple, j'avais mis max checked à 2. Et du coup, dans mon exemple, j'avais coché déjà 2 cases et il m'empêchait de cocher une 3e case, quelle qu'elle soit. Voilà, donc ça c'est max checked. Et puis il y a none of the above qui cette fois-ci définit une des modalités comme prioritaire. Donc si elle est sélectionnée, du coup REDCap vous empêche de saisir autre chose. Mais à chaque fois, de toute façon, il émet un pop-up, un message. Hein. Ça, c'est pas le data manager qui définit le message. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est juste définir les conditions d'affichage de ce message. Donc voilà, donc ça fait toute une petite collection de paramétrages qui sont faisables au niveau des variables. La deuxième option, c'est de passer au niveau des instruments directement. Donc, c'est de faire afficher des messages dans le formulaire au moment où le tech fera sa saisie. Donc là, les recommandations que je pourrais vous soumettre, c'est attention à la formulation. Il faut que le texte il soit bien compris par le tech pour qu'il sache ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il doit corriger. Utiliser de la mise en forme, des couleurs pour que ça saute aux yeux, etc. Pour que le message s'affiche, du coup, il faut utiliser la fonction des branching logic. Donc, donc le branching logic, ça sera la syntaxe de la condition de l'identification de l'incohérence. Et un piège auquel il faut penser, c'est des fois de ne pas perturber le tech au cours de sa saisie, donc d'attendre qu'il ait validé son formulaire, donc en mettant la mention complete en bas du formulaire, parce que sinon ça peut le gêner pendant qu'il est en train de faire sa saisie. Et de penser aux données vides. Voilà, c'est surtout pour ça en fait. S'il y a des données vides et que vous voulez vérifier que des données ne soient pas vides, ne soient pas laissées vides, en plus, de toute façon, REDCap, il informe en général, quand vous cliquez sur Save, il vous indique les variables qui ont été laissées manquantes. Mais du coup, si vous faites un contrôle sur des données vides sans avoir géré le complete, ça risque vraiment de les agacer. Donc voilà, donc là je vous ai mis des petits exemples. Donc pour mettre en forme votre message, faut utiliser une variable descriptive. Comme ça vous permet soit de faire des tableaux avec un petit fond en couleur derrière, d'écrire en rouge, enfin voilà. Là vraiment la liberté, elle est totale. Du coup, de faire un branching logique avec les noms des variables concernées pour détecter l'incohérence. Donc, par exemple, là, j'ai mis que et puis je l'ai mis après, voilà. Le critère, là, c'était l'âge. Le patient doit avoir entre 6 et 50 ans. Et puis, en ayant saisi la date de naissance du patient, en fait, là, il s'avère que ce patient-là, il a 75 ans. Cette patiente-là, pardon. Du coup, voilà, 75, c'est coché oui. Et du coup, avec mon critère, ça doit faire afficher un message. Et du coup, le message, là, cette fois-ci, il s'affiche directement hein, au moment où le texte saisit 1. Hop, ça déclenche l'affichage du message d'erreur. Donc, du coup, ça lui demande de corriger. Et l'autre façon de faire, comme je vous ai dit, hein, c'est de relier. Donc là, j'ai mis le nom de la variable égal à 2. Non, le nom de la variable égal à E200, donc qui veut dire autre. Donc voilà, je l'ai mis là. Donc il y a un syndrome épileptique. Le TAC a saisi autre, mais sans préciser le autre. Mais j'ai fait en sorte que le contrôle ne se déclenche pas tout de suite. J'ai attendu que la variable complete elle soit mise, enfin le statut du formulaire soit mis à complete. Et du coup, ça se déclenche, voilà, quand on met sur complete, hop, ça affiche le message d'alerte. Donc, juste
Donc ça, c'est des messages qui sont intéressants parce que du coup, ils s'affichent au moment de la saisie par le tech et donc ça lui permet en temps réel de pouvoir appliquer ses corrections et de modifier sa saisie en cours. Par contre, ça ne permet pas de documenter les incohérences. Donc, oui. C'est pour ça que le module Data Quality, celui-là, il permet en fait de tracer les contrôles qu'on a eus et qu'on a et de savoir quand ça a été résolu. Parce que voilà, les messages qui s'affichent dans le formulaire, après, ils s'effaceront. Donc, on ne saura pas s'il y a eu une modification. Enfin, on saura s'il y a une modification des données, mais ça sera moins facile à répertorier. Donc, l'autre façon, donc, c'est d'utiliser le module Data Quality, donc, qui se trouve. Ah oui, alors avant de l'utiliser, donc, il faut vérifier les droits des utilisateurs. Il faut avoir défini dans votre matrice des rôles quels sont les profils qui auront les prérogatives pour créer des nouvelles règles et les exécuter. Bon, donc forcément, le data manager, il faut qu'il ait ça. Mais après, c'est à vous de voir au niveau de l'organisation de votre centre si vous voulez donner ce droit-là aux attachés de recherche clinique, par exemple. Donc, ça peut être faisable aussi. Une fois que vous avez défini ça, donc, vous ouvrez le module. Donc, c'est sur la partie gauche de l'écran de RedCap, Data Quality. Et quand vous ouvrez Data Quality, alors ça commence par des rules, donc ça s'appelle comme ça dans RedCap, donc c'est des contrôles qui sont pré-programmés déjà par RedCap. Donc, donc qui sont identifiés par des lettres de A à I. Et donc, celles-là, en fait, elles sont déjà par défaut dans le système. Donc, ça, vous pouvez informer. C'est pour ça que je vous dis que vous pouvez proposer à vos arcs d'avoir accès à ce module-là. C'est comme ça, ils peuvent eux-mêmes exécuter le contrôle des données manquantes sur l'ensemble du CRF. Donc, voilà, c'est blank value sur les champs avec les données requises. Et ils peuvent aussi avoir la liste des variables pour lesquelles il y a eu le marqueur des données manquantes qui a été utilisé. Donc voilà, donc ça c'est les contrôles standards. Et après, bah, vous pouvez faire vos propres contrôles. Donc quand ils vont se rajouter, donc ils vont être numérotés. Donc là, il faut faire attention à la numérotation et c'est pour ça que je vous ai dit c'est bien de documenter, de faire un document à part avec un DVP. Ça vous permet en fait d'identifier le contrôle numéro 1, il correspond à quoi et d'avoir des contrôles qui vont par catégorie. En fait, il faut faire des catégories de contrôles qui aillent ensemble ou des contrôles par formulaire. Mais voilà, il faut essayer de les ordonner, de les classer parce que, en fait, quand on fait des contrôles, hein, quand on est data manager, on a tendance à faire beaucoup de contrôles. Et donc, dans RedCap, bah, ça peut faire une liste assez longue et voilà, il faut s'y retrouver derrière. Donc voilà, attention à la numérotation. Ensuite, attention donc, vous avez 3 cases en gros. Donc, la première case qui affichera le message donc pour le tech ou pour la personne ou l'investigateur hein, qui fait la saisie. Donc, essayez d'écrire quelque chose qui soit facilement compréhensible pour que la correction puisse être faite, enfin, ou en tout cas que la personne qui fasse la saisie comprenne tout de suite d'où vient le problème. Et ensuite, bah, dans la deuxième case, vous entrez la rule, donc la règle de déclenchement de l'incohérence. Donc là, vous mettez une règle qui fait en sorte que le contrôle s'affiche, se déclenche si il y a l'incohérence. Donc voilà, donc la règle là, c'est de chercher l'incohérence. Et ensuite, la petite case à cocher, c'est pour que le contrôle se déclenche en temps réel au moment de la saisie ou si vous ne cochez pas cette case-là, il faudra aller sur le module Data Quality et faire Execute pour déclencher le contrôle. Donc, alors, bah, je vous ai déjà dit, donc les mises en garde, donc attention au nombre de contrôles, parce que ça peut augmenter très vite. J'ai eu une expérience par le passé, alors c'était pas moi qui l'ai eu, mais on me l'a relaté, où certaines
études faites sur RedCap avaient un grand nombre de contrôles, et parce que des fois, on peut faire aussi une exécution automatique de tous les contrôles. Donc, et en fait, ça leur avait fait planter, eux, leur base. Donc voilà, il faut faire attention au nombre de contrôles, il faut les tester avant de les proposer à la mise en production. Et le dernier point, c'est attention. On est toujours, nous, sollicités pour faire des modifications de CRF. Et donc, des modifications de CRF, ça va vouloir dire soit des modifications de branching logique, soit des ajouts de variables, soit des suppressions ou des modifications de variables. Dans ce cas-là, il peut y avoir une répercussion sur les contrôles que vous aviez programmés avant. Donc, du coup, voilà, dès qu'on vous demande de faire une modification de CRF, pensez à tout ce qui va avec le CRF. Donc, du coup, il faut mettre à jour forcément votre CRF à noter, ça va de soi, mais il faut aussi vérifier votre DVP et si les modifications apportées au CRF touchent des variables qui étaient impliquées dans le déclenchement de certains contrôles. Voilà, donc ça, c'est des recommandations. Et alors, maintenant, l'exécution des data quality, parce qu'en fait, ça, après, il faudra l'expliquer quand vous mettez en place ces choses-là. Pour nous, les data managers, c'est assez fluide, assez simple, mais il faut quand même toujours l'expliquer à la fois aux ARC ou aux chefs de projet, si c'est eux qui font exécuter les queries, et puis après, je vous montrerai comment les résoudre. Donc, il faut aussi expliquer le mode de résolution aux tech ou aux investigateurs. Donc voilà, exécution par qui? Donc ça, c'est vraiment propre à chaque organisation. La décision de qui crée la rule, hein, la règle, qui l'exécute. Donc ça peut être le data manager, hein, ça c'est à définir au sein de chaque équipe. Il faut définir quand est-ce que ça va être utilisé. Donc est-ce qu'il y a une fréquence ou est-ce que c'est une seule fois? Et comment l'utiliser? Donc comment l'utiliser? Donc je vous montre avec quelques captures d'écran. Donc voilà, par exemple, là, dans ma liste des contrôles, j'avais le premier contrôle, vérifier l'âge du patient. Dans le cas où le patient, la date de naissance, ça serait antérieure au 1er janvier 1900. Donc c'est vraiment un cas bidon, mais un cas test pour vous montrer des captures d'écran. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur le bouton exécute. Donc à condition d'avoir les prérogatives d'accès au module Data Quality, bien sûr. Donc, quand vous cliquez sur le bouton Exécute, ça vous affiche à droite du contrôle un petit chiffre. Donc, le chiffre, ça correspond au nombre de dossiers pour lesquels l'incohérence a été identifiée. Et les autres chiffres qui sont encore à droite, c'est dans le cas où votre étude serait multicentrique. Donc, vous aurez en fait le nombre de cases, le nombre de cas et les colonnes représentent chacun des centres de votre étude. Donc, une fois que vous avez ça, vous cliquez sur View. Quand vous cliquez sur View, ça vous ouvre une autre fenêtre où là, vous avez l'identification donc à gauche du record. Donc, du coup, c'est l'ID du patient. Au milieu, deuxième colonne, vous avez le problème. Donc là, en fait, c'est pas vraiment que la date de naissance, elle était avant 1900, c'est qu'elle était manquante. Donc, mais c'est pareil, en fait. Donc, ça vous indique qu'il y a un problème, issue existe. Donc, à ce moment-là, il faut cliquer sur Comment. Et quand vous cliquez sur Comment, ça vous ouvre encore un autre pop-up où là, vous cliquez sur le bouton Open Query. Il faut assigner donc la personne, l'utilisateur à qui vous voulez adresser la query, et puis écrire votre message dans le comment. D'accord? Donc, c'est pour ça aussi dans le DVP, moi, des fois, j'ai des messages qui sont tout prêts et comme ça, je les copie-colle. Enfin, quand j'exécute un certain type de contrôle, hop, je copie-colle toujours le message dans le comment. OK? Le fait d'assigner, en fait, ça permet, c'est les deux petites cases à cocher qui est en dessous, d'adresser de manière automatique via RedCap un mail ou alors un message dans RedCap. Il y a le Messenger hein, qui est en haut à gauche en général quand vous ouvrez votre session.
Si vous ne l'assignez pas, en fait, le contrôle, il va s'afficher à côté de la variable, mais sans envoi de mail à l'utilisateur. Maintenant, la résolution des queries. Donc, quand une query a été posée, donc il y a une petite icône qui apparaît à gauche avec un point d'exclamation rouge. Donc là, c'est là où il faudra expliquer en fait au tech comment résoudre ces solutions-là. Le plus simple, hein, souvent, hein, si c'est une donnée manquante, c'est de remplir la donnée. Si c'est une donnée incohérente et que c'était une faute de frappe, c'est de corriger la donnée, donc il n'y a pas de souci. Mais si jamais il y a besoin de justifier l'incohérence, donc il faut cliquer sur la petite icône et il faut proposer au tech soit de sélectionner une des réponses qui est auto-proposée par Redcap, soit d'écrire dans le champ comment la raison de la justification de cette incohérence théorique, mais qui s'applique au dossier du patient. Et une fois que, il faut mettre OK, confirmer. Une fois que le tech a fait ça, en fait, ça changera l'apparence de l'icône à côté du champ. Et ensuite, donc c'est pareil, là, il faut définir une cascade d'intervention des différents intervenants. Donc après que le tech ait corrigé sa donnée, l'ARC doit repasser dessus pour valider la correction qui a été proposée. Et puis après de faire close the query. Et donc quand on clôt la query, du coup, on a l'icône qui se transforme avec une petite image verte. OK. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il faut faire attention pour les ARC ou les data managers à bien identifier dans les profils, dans le user right, dans les profils, s'ils ont bien accès au module Data Quality. Et pour les techs, il faut vérifier, donc ça c'est dans le Project Setup et dans les paramètres supplémentaires, il faut activer l'option Data Resolution Workflow pour qu'ils puissent voir le module Resolve Issue. Si vous ne faites pas ça, en fait, ils ne verront pas le module Resolve Issue et ils ne verront pas les icônes avec les points d'exclamation. Donc, il faut vraiment activer cette chose-là. Et pareil, dans les user rights, en fonction du profil que vous définissez pour l'investigateur ou le tech, il faut lui l'autoriser à répondre aux queries. Hein, parce que par défaut, je crois qu'il met View Only. Donc voilà, View Only, ça ne sert pas à grand-chose. Donc il faut mettre capacité de répondre aux queries. Et par contre, pour les data managers ou les ARC, il faut mettre la dernière option, donc c'est-à-dire ouvrir, donc poser des queries et les clôturer. Et il faut faire en sorte que le tech, lui, ne clôture pas lui-même sa query. Donc voilà, donc ça c'était pour les queries résolution. Et maintenant, il y a aussi un process quand on fait de la qualité des données qui sont recueillies dans la base de données, et puis quand on a des centres à gérer, il faut suivre ces queries. Donc, il faut savoir si elles ont été résolues pour pouvoir relancer éventuellement, etc. Donc, pour le suivi des queries, de la même façon que pour les poser, il faut avoir défini en amont dans votre équipe, dans vos équipes, qui va se charger de ça. Donc, est-ce que c'est le data manager, est-ce que ce sont les ARC, les chefs de projet, etc. La fréquence, quand est-ce qu'on fait un suivi pour pouvoir après mener une action derrière. Et alors, comment on fait? Donc, on utilise le module Resolve Issue. Donc, le module Resolve Issue dans Redcap, il se trouve juste à côté de celui Data Quality. Vous cliquez dessus et donc là, ça vous affiche sur la partie droite de l'écran la liste de tous les contrôles, non, pas tous les contrôles, toutes les queries qui ont été posées. Et donc, voilà, vous avez toute la liste des queries. Et avec un filtre possible où vous pouvez filtrer par query en cours, c'est-à-dire qui ont été posées et pour lesquelles elles n'ont pas été répondues, des queries
pour lesquels il y a eu une réponse d'apportée par le tech ou une modification de la donnée et des queries qui ont été clôturées. Donc, ça permet, voilà, ça trace, ça documente toute l'activité qu'il y a eu par rapport à la qualité des données saisies dans votre CRF. Et voilà, donc ça s'affiche comme ça. Donc, vous voyez sur la partie, la deuxième colonne, c'est la référence patient à nouveau, à chaque fois. Donc, si vous cliquez sur à chaque fois, c'est un lien hypertexte. Si vous cliquez dessus, ça vous emmène directement sur le bon dossier, c'est-à-dire le bon patient, et au niveau de la variable qui a été sollicitée pour le déclenchement de la query. Vous avez à droite le ou les champs qui sont impliqués. Et les deux dernières colonnes, l'avant-dernière, donc ça indique la date à laquelle la query a été posée pour la première fois et par qui. Et la dernière, last update, ça vous indique la dernière modification qui a eu lieu par rapport à cette variable-là. Donc voilà, et du coup, au milieu, là, enfin, je ne sais plus ce qui était écrit au-dessus de Open, mais en fait, c'est le nombre de jours qui se sont écoulés depuis l'ouverture de la query, la pose de la query et la résolution ou la non-résolution. Oui, parce qu'en fait, quand vous voyez sur la partie droite Same as first update, ça sous-entend qu'il n'y a eu aucune action qui a été faite sur la donnée par le tech. Donc on est resté sur le même statut, la même donnée et non réponse à la query qu'au démarrage. Voilà, donc ça c'était pour les queries. Et j'en arrive à une dernière stratégie possible, c'est l'utilisation des reports qui peuvent faire une sorte d'état de la base. Ah, alors avant de passer là, j'ai une question de Romain. Romain, je vous écoute. Oui, bonjour Dominique, vous Oui, m'entendez? oui, je vous entends très bien. Oui, merci, c'était très clair et ça couvre beaucoup de choses. Peut-être préciser que le module Data Quality, il Oui, peut aussi être utilisé sans passer par toute cette génération de queries et savoir que les données peuvent être corrigées directement en l'utilisant sans passer par tout ce processus, ce workflow qui peut être un peu lourd de oui, générer la query, l'envoyer, corriger, tout à fait. fermer. Ouais, Peut-être montrer qu'en cliquant directement, si vous retournez sur une de vos slides, ouais. quand vous avez généré une rules, Hop là. Ouais, c'est quand c'est l'exécution automatique du coup. voilà, quand vous êtes ici, celle d'après. Voilà, Ouais, quand vous êtes là, ici, précisez qu'en cliquant directement sur, là, sur le comment. cas, c'est No Data, non, No Data, Ah oui, tout à fait. Oui, oui. c'est Si on clique sur savoir nos que data, effectivement, ça arrive directement sur le champ. ça vous envoie directement sur le champ et vous pouvez corriger directement la donnée. Donc, suivant le contexte de l'étude, là où vous en êtes, ce que vous voulez faire, qui a les droits, si l'étude peut être gérée de manière un peu plus simple sans rentrer dans un processus compliqué de queries. Si on veut corriger des choses au fil de l'eau, enfin voilà, suivant qui a la main, en cliquant directement sur nos data ou là c'est nos data parce que c'est un check de données Oui, manquantes, oui, mais si oui, c'est oui, une oui. incohérence et qu'il y a une donnée, en cliquant directement sur la donnée, vous allez pouvoir la corriger sans passer par toute cette génération de queries. Voilà, Tout à c'est un fait. raccourci, mais qui est intéressant aussi. Et qui est du coup, Romain, qui est dépendant de l'organisation que vous avez dans votre Bah, c'est centre. ça, c'est Et ça. donc, il faut autoriser l'accès au module Data Quality dans ce cas-là par les techs. Exactement. Donc Et ça il faut leur dépend de expliquer comment s'en l'étude, servir. c'est ça. Donc ça dépend de Ouais, l'étude, de l'organisation et de plein de choses, ouais. mais savoir qu'on peut faire ça aussi plus directement. Ouais, tout à fait. Non, mais je suis assez d'accord. Mais c'est vrai que, comme les techs, ils ont déjà pas mal d'informations, leur donner ce module-là, mais vous avez raison, ça permet d'aller plus vite aussi. Et ça fait gagner du temps parce que sinon, effectivement, c'est très chronophage d'aller sur comment et de poser des queries. Donc, Ça fait c'est. un circuit qui est assez lourd, donc Oui, peut-être ouais, ouais. se le garder qu'au dernier run de queries, ou enfin je sais pas, ou à des étapes un peu importantes avant une revue de données, avant quelque chose, et se dire qu'au fil de l'eau on peut faire autrement, c'est vraiment organisation dépendant. Donc je me mêle pas de Ouais. ça, mais dire qu'on peut Mhm. aller plus rapide.
Je suis entièrement d'accord. Bah, merci beaucoup pour cette intervention, cette précision. Alors, Anissa, vous aviez aussi une question ou un complément? Oui, en fait, c'était juste, enfin, peut-être plutôt une question. Nous, on avait utilisé, donc on n'avait pas utilisé dans une étude le module Data Quality. Par contre, les commentaires, la bulle commentaire, on l'avait utilisé pour que les ARC puissent faire le monitoring et mettre des queries manuelles. Et je voulais savoir, donc, si on utilise le module C'est Data possible aussi, oui. Quality, est-ce qu'on peut utiliser à la fois Oui. les queries manuelles? Oui, tout à fait. Oui, c'est pas exclusif. C'est pas soit l'un, soit l'autre. On peut utiliser les deux. Ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est qu'en général, les ARC, ils ont l'habitude de faire des monitoring. Donc, c'est-à-dire de parcourir le CRF et de vraiment regarder donnée par donnée pour un patient. Enfin, donc après, pour chaque patient, et de vérifier avec les données sources, et donc effectivement, au fur et à mesure, de poser des queries, donc en utilisant la bulle comment. Le module Data Quality, il est conçu pour faire des contrôles qui sont plus systémiques, en fait, aussi, qui sont globaux. C'est-à-dire, on réfléchit en amont avec le DVP à un contrôle type, on appliquera à l'ensemble des patients, et donc et qui attend pas en fait qu'on parcourt dossier par dossier. Mais donc effectivement, Anissa, donc il y a pas d'incompatibilité. Les deux sont faisables en même temps, à condition d'avoir activé le processus là workflow dans les paramétrages du projet. Ok, merci. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions avant que je passe au report. Et puis après, de toute façon, je vous relaisserai la main. Alors, du coup, je vais continuer. Alors, hop, j'en étais où? Donc ça, on a vu le suivi des queries. Alors, les reports. Donc, les reports, c'est un module qui permet de produire des listings, donc des listes de patients. Ces listings, ils ont l'intérêt de pouvoir être exportables, donc c'est des fichiers CSV ou Excel. L'intérêt pour les ARC ou si vous donnez ces droits-là à des investigateurs, c'est que en temps réel, ça dépend vraiment des données qui sont dans la base, mais ça se fait en temps réel, les données qui seront visualisées dans ce report. Et c'est utilisable par différents profils, hein, comme tous les modules de REDCap, vous définissez dans les user rights qui peut y accéder. Donc voilà, donc c'est pareil. Donc REDCap, c'est toujours pareil. Hein, sur la partie de gauche, vous avez le module pour déclencher et qui vous modifie votre affichage à droite. Donc voilà, vous cliquez sur Data Export Reports and Stats et à droite, vous avez la liste des reports. Donc par défaut, vous avez les deux premiers reports qui sont proposés. Donc à nouveau, par REDCap, les identifie avec des lettres. Et puis vous, quand vous en créez des nouveaux, c'est avec des numérotations. Donc vous cliquez. Oui, alors du coup, avant de faire un report, donc voilà, des règles que je vous suggère de respecter. C'est parce que c'est comme pour les contrôles, vous allez faire des reports et puis après, il va y en avoir beaucoup. Donc, il faut vraiment avoir une rigueur dans la dénomination de votre report. Surtout, en fait, si c'est vous qui les faites pour différents autres profils, pour qu'ils s'y retrouvent. Donc, voilà, avoir une nomenclature, hein, soit en utilisant une numérotation, soit vraiment un titre clair. Définir donc qui aura accès à ce report, qui est capable, qui a pas forcément capable, mais qui a l'autorisation de le modifier ou de le visualiser. Ensuite, donc identifier les variables qui vous intéressent dans ce report, hein, si c'est des variables qui identifient des incohérences, par exemple. Les paramétrages donc de la sélection du rapport, c'est pareil que les paramétrages du déclenchement du contrôle qu'on a vu en début de session. Et après, il y a l'application possible de filtres. Donc, je vous montrerai, des filtres dynamiques. Donc, ça peut
Ça peut être si c'est multicentrique par centre, etc. Et puis, je vous montrerai après la visualisation des résultats. Donc, la nomenclature. Donc, vous avez en haut le name of the report. Donc c'est le titre de votre report. Donc, voilà, il faut avoir un nom assez concis mais parlant. Et vous pouvez avoir une description en dessous qui identifiera, qui complétera finalement le nom du report. Ensuite, vous définissez qui y a accès. Donc, il y a deux niveaux d'accessibilité. C'est la visualisation du report. Donc, vous pouvez définir soit par vraiment le nom de l'utilisateur. Donc, si vous cliquez sur Custom User Access, vous avez la liste des utilisateurs que vous avez définis dans votre projet. Donc, vous pouvez vraiment les sélectionner un par un. Ou alors, vous pouvez définir par profil en disant, voilà, tous les arcs, tous les techs, etc. Et donc ça, vous avez pour la visualisation et vous avez la même chose pour Edit Access. Donc c'est pour la modification potentielle du report. Donc là, il faut faire attention. Si vous avez des reports qui vont durer dans le temps, il ne faut pas donner l'autorisation de modification à n'importe qui pour être sûr, voilà, que vos reports soient toujours carrés, quoi. Enfin voilà, qu'ils ne soient pas altérés, quoi. Ensuite, les variables, donc c'est assez simple. Vous cliquez sur Fields to include, et donc là, vous avez la liste des variables. C'est un peu comme le codebook, hein. Vous avez vraiment toute la liste de vos variables que vous avez définies dans votre base, avec les labels et les noms des variables. Donc du coup, là, bah, voilà, vous cochez. Vous pouvez utiliser vraiment Select All donc ça vous sélecte toutes les variables d'un formulaire. Mais là, je vous parle des reports dans le cadre du contrôle des qualités des données. Donc là, c'est pas la peine en général de tout sélectionner. Mais il faut sélectionner les variables qui vont vous intéresser pour communiquer sur l'incohérence éventuelle. Donc voilà, donc il faut définir la variable. Ensuite, il faut faire le filtre. Donc le filtre, soit vous utilisez le filtre facilité, entre guillemets, par RedCap, donc où vous sélectionnez dans le premier champ filtre la variable, et puis vous mettez l'opérateur, et puis ensuite la référence à laquelle vous voulez faire référence pour détecter l'incohérence. Mais vous pouvez aussi utiliser Use Advanced Logic. Là, c'est le petit lien qui est en dessous. Et là, vous avez une fenêtre qui ressemble à toutes celles qu'on a déjà vues jusqu'à présent. Donc, c'est un éditeur. Et donc là, vous écrivez avec la syntaxe RedCap le contrôle que vous voulez mettre en évidence. Donc là, c'est pareil, hein, vous définissez dans cette syntaxe-là l'incohérence que vous recherchez. Et comme ça, vous aurez la liste des dossiers des patients pour lesquels cette incohérence sera visualisée. Voilà, donc ça, c'est les filtres. Et ensuite, il faut faire attention parce que quand on utilise les reports, comme je vous ai dit, hein, RedCap fait des lignes différentes selon que les variables soient dans tel ou tel event. Et donc, si vous n'avez pas sélectionné le bon event, il ne détectera jamais l'incohérence parce qu'elle sera sur une ligne différente. Et après, voilà, vous pouvez activer les filtres en temps réel. Donc là, j'ai mis par exemple Data Access Group. Ça permet à l'ARC, si c'est lui qui a accès au report, voilà, de sélectionner par centre avant de faire son monitoring. Et voilà, les résultats, comment ils s'affichent. Donc, toujours de la même manière pour RedCap, sur la première colonne à gauche, l'identification du patient, donc le record ID. Vous cliquez dessus, ça vous amène directement sur le dossier du patient. Ou alors, soit bah, comme disait Romain tout à l'heure, hein, ça permet au tech, par exemple, d'aller directement sur le dossier concerné. Et toute la partie droite, ça va être l'ensemble. Donc, chaque colonne va représenter les variables que vous aurez sélectionnées dans les paramétrages initiaux de votre report. Et comme vous le voyez là, donc c'est le bémol des reports, surtout quand on fait du contrôle qualité, c'est que deux variables qui seront sur des events différents, RedCap ne sera pas capable comme ça de les comparer.
Donc, dans ce cas-là, il faut faire en sorte de les avoir sur la même ligne pour que le contrôle puisse s'exécuter. Donc ça, c'est un bémol, les reports. Les reports, ça permet surtout d'avoir des listings simples sur soit des données manquantes, soit des données qui sont incohérentes au sein du même formulaire ou du même event, en tout cas. Voilà. Et après, donc ça aussi, ça sera à expliquer. Hein. En tant que data manager, vous êtes un peu dans votre centre le référent d'utilisation de RedCap. Donc, c'est vous, après, qui devez expliquer aux autres utilisateurs comment employer tel et tel module. Donc voilà, il faut leur expliquer voilà, où se trouve le module report, comment visualiser les reports et après comment éventuellement les exporter. Donc voilà, ça c'est le schéma d'export donc en CSV, soit avec les données brutes, soit avec les données avec les labels, ce qui est plus facile d'utilisation en général pour les arcs. Voilà, moi j'ai fait un petit peu le tour, donc je vous laisse intervenir si vous souhaitez revenir sur certains points ou compléter. Si dans vos centres vous avez d'autres pratiques, là je suis preneur même moi pour la Fondation Rothschild avec mes collègues François et Tania, on sera aussi à l'écoute, hein, si on peut améliorer, si chacun peut améliorer ses pratiques en fonction des expériences des autres. Donc voilà, je vous laisse lever la main si vous souhaitez, et puis je vous laisse la parole. Est-ce que vous, en fait, ce que j'ai présenté, est-ce que vous l'appliquez? Est-ce que vous faites autrement, là, comme Romain qui indiquait que lui, il pouvait donner l'accès au module Data Quality directement au tech pour qu'eux-mêmes exécutent les contrôles et du coup aillent précisément sur leurs variables? Est-ce que vous avez d'autres suggestions? Ah, il n'y a personne qui lève la main. Donc, du coup, pour vous, c'était clair. Si jamais vous ne le faites pas, est-ce que vous pensez que vous allez appliquer ce type de contrôle, l'ensemble de ces contrôles? Est-ce que vous avez une autre façon de faire la documentation? Voilà, n'hésitez pas à partager avec tout le monde vos pratiques. Alors, Romain, merci. Non, mais Dominique, encore une fois, c'était très clair. Juste peut-être redire que pour les rapports, il y a un module externe qui permet de tout mettre sur une seule ligne. Ouais. Ça simplifie quand même le schmilblick. Et oui, bah, parfois le data quality, ça suffit pas. Il peut y avoir des edit checks qui sont un peu compliqués. Il faut quand même rappeler que le data quality il est limité en termes de ce qu'on peut faire en termes de check. Ça peut quand même aller faire des choses assez poussées, mais parfois on se retrouve avec des edit checks qui sont un petit peu compliqués. Donc, ça répond pas à toutes les problématiques. Donc, c'est vrai que nous, à Saint-Joseph, bah, on utilise les rapports, comme tu as dit, le data quality, le bon paramétrage des CRF, des variables, les bornes, masquer les formulaires, les branching logiques. Bon, bah, voilà, tout ça, c'est en routine. Et quand les edit checks sont un peu compliqués, on travaille avec des exports automatiques de la base et dessus, on greffe des scripts Python ou R. Voilà, c'est ça. pour un circuit externe de queries quand l'étude le demande, en fait. Donc, c'est en complément de tout ce que tu as montré. Il peut aussi y avoir un circuit externe. C'est vrai que j'ai pas prévu cette partie-là, alors que j'ai peut-être fait un peu vite mon diapo. Non, Mais mais c'était centré sur effectivement, RedCap et l'utilisation RedCap, donc ça couvre bien le périmètre. Mais oui, parfois, oui. RedCap, bon, c'est super, hein, mais ça répond pas forcément toujours à toutes les questions, quoi. Ouais, tout à fait. Donc effectivement, c'est une stratégie moi, que j'appliquais dans mon expérience précédente, où on exportait les données et puis après on les traitait en R. Effectivement, parce que des fois, il y a des champs, des variables qui sont vraiment difficiles à identifier, enfin
à mettre en évidence les incohérences, à mettre en évidence via RedCap. Donc effectivement, passer par un outil externe, donc R, SAS, Python, effectivement, c'est une très bonne solution. J'avais une question, Romain, par rapport à ce module externe qui permet de remettre les données sur une seule ligne. Moi, je ne l'ai jamais utilisé. Est-ce que ça, c'est applicable sur le export all data? Est-ce que quand on exporte complètement la base, ça s'applique aussi? Non, du coup, vaut mieux faire Ah, un rapport c'est ça. avec toutes les données et appliquer le module. Donc, pas passer par les exports par défaut qu'ils proposent, mais D'accord. recréer un export avec All Data ou ce qu'on veut. Mais si on veut Ah, toutes les données, mettre All Data et appliquer l'option que propose ce module. Et ça revient d'accord. du coup au même, quoi. D'accord. Et du coup, il crée des colonnes supplémentaires? Il va, au lieu de mettre les choses en ligne, il va mettre les choses en colonne et il va préfixer Ah, il va avec préfixer les colonnes, du coup. avec D'accord. l'event. Il va préfixer avec l'event et s'il y a des répétitions, il va rajouter un dièse 1, dièse 2, dièse 3 D'accord. et OK. pour permettre de s'y retrouver. Si jamais tout ça concaténé, c'est un peu trop long parce qu'il y a tout ça plus ensuite le libellé de la variable. Ouais. Je sais, il coupe à un moment donné, mais trois petits points, et puis il reprend vers la fin. Enfin voilà, bon, parfois D'accord. quand c'est OK. trop long, Ouais, il faut checker quand s'arrange, même. OK. mais c'est quand même pratique pour communiquer. OK. D'accord. Non, c'est très clair. OK. Je l'ai pas utilisé, mais je vais voir effectivement comment on peut l'utiliser parce que ça peut être une des demandes chez nous aussi. Ouais. OK. Merci beaucoup, Romain. De rien. Anissa. Oui. Oui, je reviens sur ce que Romain vient de préciser, avoir un export avec une seule ligne. En fait, c'est une demande que je viens d'avoir la semaine dernière de la part d'un centre où nous, dans notre structure, la plupart des études sur RedCap sont faites par l'investigateur ou quelqu'un de son équipe. Et là, on vient de me demander, enfin, de tout reformuler au niveau de la structure du CRF, parce que initialement, ils ont plusieurs visites, et du coup, l'export sort avec plusieurs lignes. Et ils voulaient avoir une seule ligne par patient, parce que ça leur permet de faire leurs stats au niveau du centre plus facilement. Donc là, ce que vient de dire Roman, en fait, ça résout un peu cette problématique-là. Parce que c'est très très long à mettre en œuvre ce qu'ils veulent. En plus de ça, on doit passer de études longitudinales à tout mettre. Donc, et il y a énormément de formulaires et énormément de visites. Donc, si on pouvait avoir une démo pour voir comment on peut en sortir les données, en tout cas sur une seule ligne, je suis très très intéressée. Ah, vous voudriez une démo. OK. Mm. OK, on pourrait imaginer ça. En fait, oui, oui, Euh, bien sûr, il y a pas, enfin, Dominique, il va s'en charger, il n'y a pas de souci, je pense. Ça rajoute juste deux lignes, deux colonnes, enfin, deux lignes à la fin de ce qu'a montré Dominique quand on crée le rapport. Quand on a téléchargé le module, il y a deux lignes qui s'ajoutent à la fin. ouais. C'est un peu avant, mais c'est pas grave. J'essaie de revenir dessus. Voilà, c'était bon. Voilà, il faudrait rajouter une capture d'écran. À la fin de tout ça, Ouais, ça rajoute deux lignes où ouais, on peut dire ouais. export en colonne. Et quand, si on met oui, ça va tout mettre. Ça, c'est quand on a activé le module externe, hein. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. OK. Mais c'est Et pas plus Anissa, compliqué que ça. C'est ça que je voulais dire. et sinon, Romain et Anissa, en fait, vous savez, en fait, il y avait eu une des sessions où on avait fait où je vous avais dit on peut mettre en partage sur le site GIRSI. Bon, alors ça passe par moi, vous m'envoyez. Et moi, j'avais mis la liste, hein, des modules externes utilisables. Donc celui-là, Anissa, je l'ai mentionné, hein, sur la librairie qu'on Ok, a sur les documents partagés. très bien. Mais j'entends. Et on pourra faire soit une session où on parlera de ça, soit on pourra en parler parce que, comme je vous ai dit, donc là, s'il n'y a pas d'autres questions, et puis après, je vais vous libérer parce qu'il est déjà bientôt 15 heures. Sur les prochaines sessions. Donc, j'ai prévu, moi, dans mon calendrier, et puis je vous ai informé, je vous ai envoyé les invitations, la session du 12 mars.
Donc à la session du 12 mars, on pourra, si vous le souhaitez, hein, moi je pourrais créer une base temporairement, une base test sur laquelle voilà, chacun de nous, là, quand on sera là, on aura un ordinateur et on pourra intervenir dessus pour faire un partage en temps réel des différentes expériences. Donc si vous voulez, moi j'activerai sur cette base le module externe, notamment là, pour faire des exports en ligne. Voilà, on pourra tester ensemble un certain nombre de choses qu'on aura vues à l'occasion des webinaires qu'on a fait jusque-là. Donc sinon, voilà, pour finir la session d'aujourd'hui, donc je vous remercie pour votre attention et votre participation. Et donc pour information, donc les 2 prochaines sessions en Teams, donc il y a un mercredi et un vendredi. Donc le mercredi, ce sera le 11 février. Donc j'avais imaginé plutôt les alertes et notifications parce que c'est pareil, il y a pas mal de petits paramétrages à anticiper. À faire. Et puis le vendredi, un sujet peut-être un peu plus qui sort un peu de RedCap avec sur la définition des profils et les prérogatives de chacun dans nos centres. Donc là, si vous souhaitez, je crois que j'avais Julien qui m'avait suggéré ce sujet-là et qui s'était proposé pour en parler. Comme je vous le dis à chaque fois, moi je peux toujours faire animer les sessions, je le fais avec plaisir. Mais si vous voulez vous-même partager, faire quelques diapositives, moi je suis aussi assez preneur, voilà, qu'on soit plusieurs à présenter les choses. Et ce qu'on fera de toutes les manières le 12 mars, quand on se verra en présentiel. Voilà, alors donc le 12 mars, a priori, moi j'ai réservé une salle, mais je vous redirai hein, les détails pratiques. Donc ça serait chez nous, là, à l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild, donc à Paris, dans le 19e. Je vous donnerai toutes les informations en temps voulu, hein, c'est pas la peine de vous submerger trop tôt. Voilà, je vous remercie tous pour votre écoute et votre participation. Et donc voilà, je vais clôturer le webinaire et puis il sera disponible sur le site du GERSI comme les précédents. Merci à tous et bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Merci. Merci, au revoir.